Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Audrey Moisan et je travaille au sein de la mission Inno de la DITP. Et bienvenue à tous pour ce 5e épisode des Mardis de l'innovation, juste avant l'été et les vacances. Au mois de mai, nous avions parlé de la pratique de la prospective et du design fiction. Et en juin, on avait parlé du design fiction. Et aujourd'hui, nous abordons un nouveau sujet puisque nous allons consacrer ce webinaire à la question de la participation citoyenne et plus particulièrement à la participation citoyenne dans les territoires sur la question de la relation entre participation citoyenne et laboratoire d'innovation ou tiers-lieux. Donc vous le savez, aujourd'hui, de nombreux acteurs publics s'engagent dans des dynamiques de participation citoyenne afin de sensibiliser les citoyens à certaines thématiques, mais aussi de recueillir leur avis, leurs ressentis, leurs besoins. Les labs et les tiers-lieux, qui sont des acteurs très importants sur les territoires, peuvent être clés. Donc, s'il s'agit de construire un projet de participation citoyenne, pourquoi pas même de faire émerger une dynamique de participation citoyenne ou des missions de co-construction avec les citoyens. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de réfléchir à comment est-ce que ces institutions peuvent nous permettre de mobiliser les bonnes parties prenantes ou les parties prenantes clés et aussi les méthodes et les postures nécessaires lorsqu'il s'agit de faire de la participation citoyenne. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de réfléchir à la place des labs et des tiers-lieux en tant que pas seulement espace physique, mais plutôt institutions qui vont être capables d'engendrer des dynamiques de participation citoyenne dans les territoires. Et pour ce faire, on va déjà commencer par parler de participation citoyenne. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique en termes de méthode, d'objectifs? Puis, on laissera la parole à des intervenants de terrain qui vont nous parler en fait de la participation citoyenne au sein d'un laboratoire d'innovation publique, mais aussi la participation citoyenne au sein de tiers-lieux. Pour ce webinaire, un petit rappel pratique. Donc, on est ensemble jusqu'à 1h30, c'est-à-dire 11h. Le webinaire va être disponible en replay, ainsi que toutes les ressources partagées. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On les prend au fur et à mesure. En fait, il y aura un temps de votre micro est peut-être un peu trop près. Ah, je le décale, merci. Bonjour à tous. Et du coup, voilà, ce que je disais, c'est qu'il y aurait un temps à la fin pour les questions. Alors, sans plus attendre, on va laisser la place à notre première intervenante qui est Tiffany Sconeliamo, qui travaille à la DITP avec moi, mais qui est responsable du Centre interministériel de la participation citoyenne. Et pour ouvrir un petit peu ce webinaire, on vous propose de répondre à 2 questions qui vont apparaître dans les sondages. Donc la première question, elle porte sur qui vous êtes en fait, c'est-à-dire qu'on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur vous. Vous pouvez aller dans sondage, tous les participants, donc vous cliquez sur sondage, et là vous allez voir une question qui est pour quel type d'organisation travaillez-vous et vous pouvez répondre. Et en fait, il y a juste à cliquer sur la réponse et appuyer sur soumettre le vote. Est-ce que vous voyez où est-ce que ça se trouve? Je crois qu'il y a des gens qui commencent à se connecter. On a plein de bonjours. Ah oui, c'est bon. Donc tout le monde voit où ça se trouve. Donc c'est dans le sondage. Et alors, est-ce que je peux voir les réponses? Alors, 28% autres, 24% milieu associatif. Donc il y a beaucoup de gens de l'associatif ce matin. 17% des collectivités territoriales, 17% du secteur privé et 13% de l'administration centrale. Bon, bah alors c'est chouette, on est content parce qu'on ne touche pas que l'administration centrale avec Futur Public, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et 28% autres, bah, du coup ça me rend curieuse, donc on va pouvoir voir ça tout au long du webinaire. Deuxième question que Lisa peut mettre sur le sondage. La deuxième question, elle porte sur... Voilà. Ah oui, pensez-vous que la participation citoyenne puisse améliorer les politiques publiques? Et là, vous pouvez cliquer sur la réponse qui vous convient. On a tout à fait d'accord, plutôt d'accord, indifférent, plutôt pas d'accord et pas d'accord. Ah oui, donc tout à fait d'accord, 58%, plutôt d'accord, 42, 44, 41. Bon, en gros, tout à fait d'accord et plutôt d'accord, c'est ce qui ressort. Et le reste, pas trop, pas du tout même. Ok, donc c'est chouette, on est avec des gens très convaincus. Bon, alors, sans plus attendre, je laisse la place à Tiffany, du coup. Bonjour Tiffany, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Audrey.
Alors attends, je vais te passer en grand écran, Tiffany. Voilà. Donc du coup, Tiffany, est-ce que tu peux te présenter déjà, nous dire un petit peu effectivement qui tu es, quelles sont tes missions à la DTP, ton parcours? Bien sûr. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Tiffany Scogna-Miglio et je suis responsable du Centre interministériel de la participation citoyenne au sein de la DITP, donc la Direction interministérielle de la transformation publique. Et alors, quel est le rôle du Centre de la participation citoyenne? Explique-nous tout. Alors, le centre a été créé en 2019 pour développer la participation citoyenne au sein de l'État et il s'est nourri de plusieurs années d'engagement de la DITP sur le sujet. On a développé une offre de service qui en fait répond à 3 catégories d'acteurs. On travaille avec des décideurs pour les aider à concevoir et à mener des démarches participatives qui soient robustes, transparentes et utiles pour leur politique publique. On travaille avec des agents on leur propose une offre d'acculturation aux enjeux et aux méthodes de la participation citoyenne. On met à disposition, par exemple, un guide. On a une communauté des agents, on propose des formations, etc. Et enfin, on travaille pour les citoyens avec le lancement au 2e semestre d'une plateforme qui permettra d'accéder à l'ensemble des dispositifs qui sont menés par l'État. Je parle de dispositifs volontaires et qui leur permettra de consulter les suites qui auront été données à chacun de ces dispositifs. Alors, et concrètement, du coup, est-ce que tu peux nous parler de la participation citoyenne? C'est quoi? Quels sont les enjeux? Quels sont les objectifs, etc. Parce que j'ai l'impression que la plupart des gens ici sont acculturés à ce que c'est, mais bon, ça fait toujours du bien de remettre un petit peu les bases quoi, sur le tapis. Très bien. Alors, je vais vous dire en tout cas, nous, au CIPC, comment on conçoit et on approche la participation citoyenne. Pour nous, c'est le fait d'associer des citoyens qui sont non experts à l'élaboration, la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques publiques. De manière très concrète, ça signifie d'ouvrir un espace de dialogue dans lequel les citoyens vont être invités à exprimer leur opinion dans un premier temps, puis, grâce à un processus d'animation, d'évoluer vers un avis collectif. Cet avis qu'ils vont rendre, il pourra être composé de propositions, de recommandations, de points de vigilance, de souhaits, d'attentes, etc. Ces éléments qui seront produits par les citoyens vont permettre aux décideurs ou à l'administration de les intégrer à la conduite de l'action ou de la politique publique. Évidemment, la définition que je donne là, elle englobe des réalités qui sont très différentes parce que le recours à l'avis des citoyens, ce que ça va produire, l'impact que ça aura, va dépendre essentiellement du cadrage de départ. Quel est l'objet qui est mis en discussion? Quels sont les efforts qui auront été consentis pour ouvrir un espace de dialogue qui est sincère, qui est transparent? Quels sont les efforts qui auront été consentis pour aller toucher des personnes éloignées de l'action publique ou de la chose publique, des personnes de tout horizon et pas seulement les plus proches du sujet. Donc, c'est assez… donc, voilà, dans participation citoyenne, tout dépend beaucoup de ça. Peut-être pour terminer cette courte définition, je dirais ce que ce n'est pas. Ce n'est pas un sondage, ce n'est pas une enquête de satisfaction non plus. Le principe de la participation citoyenne, c'est qu'on est sur des arguments, enfin des questions, des arguments et des réponses qui sont rendus publics pour permettre un échange entre les citoyens. Et ce n'est pas non plus une démarche avec une approche, on va dire, usagée, puisque l'objectif ne sera pas d'améliorer la qualité d'un service, mais plutôt de définir collectivement les finalités souhaitables d'une politique publique. Ok, et alors si on se concentre un petit peu plus sur la relation entre participation citoyenne et territoire, ce qui est l'objet de ce webinaire aujourd'hui, selon toi, quels seraient les enjeux si l'on souhaite inscrire durablement des dynamiques de participation citoyenne au plus proche des citoyens et au cœur des territoires? Alors, les enjeux pour développer la participation citoyenne, on va dire, et l'ancrer de manière durable comme un outil de la démocratie, finalement, ils sont communs à toutes les échelles. Il nous faudrait des heures pour balayer tous les enjeux et tous les possibles, mais en tout cas, pour là en donner quelques-uns, tout d'abord, un des enjeux, c'est d'expliquer, d'acculturer, parfois même de convaincre sur ce que c'est et ce que ce n'est pas. Une fois que le principe d'organiser une démarche de participation sera validé, évidemment, le cadrage de la démarche va conditionner une grande partie de la réussite du dispositif. La première question peut-être à se poser, c'est quels sont les objectifs de cette concertation? Est-ce que vous souhaitez associer des citoyens
pour récolter une opinion et vous permettre du coup de prendre le pouls sur un sujet. Vous êtes très en amont d'une décision ou d'action. Est-ce que vous souhaitez associer les citoyens à définir les finalités d'une politique publique? Et dans ce cas-là, vous allez chercher plutôt des outils qui vont vous permettre de délibérer, d'avoir un argumentaire plus étayé que simplement la prise d'opinion. Est-ce que, au contraire, vous voulez associer les citoyens pour recueillir des idées et des propositions concrètes, parce que ça va venir nourrir une mise en œuvre d'actions imminentes? Est-ce que vous souhaitez associer les citoyens pour l'évaluation d'une politique publique? Donc, selon les objectifs, évidemment, les outils et les méthodes ne seront pas les mêmes. Les résultats et le lien à la décision, d'une certaine manière, sera différent également. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quel que soit l'objectif, il y a quelques prérequis pour s'assurer d'avoir une démarche de qualité, c'est de se demander à quoi la contribution des citoyens va servir. Comment, moi, en tant que décideur ou administration, je vais les utiliser, sur quoi je les interroge, c'est quoi l'objet de la concertation, est-ce que cet objet que je mets en discussion, est-ce qu'il représente un intérêt, est-ce qu'il a un enjeu pour les citoyens? C'est-à-dire que pour vérifier ça, parce que souvent c'est une question qu'on nous pose, est-ce qu'on peut concerter sur tout? Il faut peut-être se prêter à un petit jeu qui est est-ce que moi-même, je viendrai un samedi après-midi ou en soirée, car c'est souvent les temps de la participation, est-ce que je viendrai moi-même pour discuter du sujet? Et puis après, on peut se prêter à un jeu de persona en se disant, je me mets à la place d'un jeune de 20 ans, est-ce que le sujet que je mets sur la table, est-ce que ça peut l'intéresser? Est-ce qu'un père de famille avec 2 enfants qui du coup va renoncer à une journée en famille le samedi par exemple, est-ce qu'il viendrait? Est-ce qu'une personne en grande précarité qui se sent vulnérable ou pas légitime, est-ce qu'elle va être à l'aise dans le dispositif? Voilà. Donc il faut essayer de se mettre à la place de plusieurs catégories de public pour s'assurer que l'objet représente un véritable enjeu pour les citoyens. Ensuite, évidemment, c'est est-ce que je permets aux citoyens d'avoir une lecture des enjeux, c'est-à-dire à la fois dans un dispositif de participation citoyenne, on va chercher, il y aura tout un temps qui sera dédié à une expression d'opinion spontanée, puisqu'on veut bien entendre ce que les citoyens pensent là, comme ça, d'eux-mêmes. Mais après, il peut être intéressant de leur proposer une lecture des enjeux, et alors pas à une seule voix, mais plutôt à plusieurs voix, de leur apporter une information qui va être plurielle et contradictoire, pour leur permettre de consolider ou au contraire de réviser peut-être leur opinion de départ, et de pouvoir du coup construire des propositions sur la base d'informations qui sont les plus objectives possibles. Une information objective n'existe pas, mais justement le fait que leur apporte quelque chose qui est pluriel et contradictoire permet de toucher une forme de neutralité, on va dire, et qu'ils puissent se faire leur propre point de vue. Et enfin, un point important, c'est aussi de se donner les moyens d'aller chercher des citoyens qui ne viendraient pas participer spontanément et qu'on s'assure qu'on leur fait vivre une expérience intéressante. Par exemple, si on arrive dans un dispositif et qu'on écoute des présentations pendant 2 heures, c'est vrai que du point de vue du citoyen, c'est peut-être pas une expérience intéressante. Donc, il faut vraiment se demander comment je garantis aussi la qualité de cette expérience. Donc, tout ce que je viens d'énumérer là, et je le disais au départ, c'est loin d'être exhaustif, mais c'est des questions qu'il faut se poser, que l'on concerte les citoyens sur un projet d'aménagement d'une place dans une ville, ou bien qu'on leur demande de s'exprimer sur une offre de transport de la région, ou pour un dispositif au niveau national pour lutter contre les discriminations. Donc finalement, si je réponds à votre question, pour inscrire durablement la participation citoyenne, je crois qu'avant tout, il faut de la sincérité. Par exemple, consulter les citoyens 2 semaines avant une annonce ou le lancement d'une action, c'est pas une très bonne pratique. Il faut de la confiance. C'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se construit dans le temps, par la continuité aussi du dialogue, et aussi par la transparence qu'on apportera à la fois sur l'intention, sur les objectifs, sur les résultats, sur la manière dont sont prises en compte les contributions citoyennes. Et c'est vraiment important que les citoyens aient bien en tête à quoi je contribue, à quoi ça va servir, quelle restitution on va me faire et quel suivi je pourrais avoir finalement sur ma contribution. Alors, il ne s'agit pas de répondre à chaque individu, ce n'est pas des réponses à des contributions individuelles, puisque une des plus-values de la participation citoyenne, c'est vraiment de faire émerger un avis collectif, mais de pouvoir à la fois aux citoyens participants, mais aussi à tous les citoyens du territoire ou
tous les citoyens, de pouvoir leur rendre compte finalement de l'impact qu'aura eu leur participation. Donc, je dis ça parce que si les initiatives d'associer les citoyens se multiplient et que les citoyens n'ont pas la preuve de ce à quoi ça a servi, finalement, l'effet il peut être déceptif à court terme et assez dommageable pour la démocratie sur le long terme. Alors, selon toi, comment est-ce que les labs, par exemple, et les tiers-lieux peuvent contribuer à ces enjeux, notamment, par exemple, en termes d'accessibilité sur le contenu, peut-être avec un espace qui effectivement se prête plus à ce genre de dynamique de co-construction. Est-ce que ça peut aussi avoir un effet en termes de diversité des publics et aller toucher effectivement différentes typologies pour que la co-construction soit vraiment qualitative, représentative de la vie de plusieurs typologies de citoyens. Voilà. Pour toi, quelles sont tes intuitions là-dessus? Oui, alors effectivement, moi je pense que les tiers-lieux et les labs, et je pense qu'on le verra dans les exemples, dans les expressions qui viendront après mon témoignage, mais je pense que les tiers-lieux et les labs ont un rôle tout à fait essentiel à jouer sur plusieurs points. D'abord sur des questions d'inclusion et de diversité des publics. Quand une institution va organiser une démarche de participation, sauf si elle fait appel à un institut de sondage, un institut spécialisé pour faire du tirage au sort ou de la panélisation, elle n'a pas d'autre moyen que ces canaux habituels de communication. Et pour permettre à des gens qui sont très éloignés de ces canaux, il faut aller les rencontrer là où ils sont. Il faut aller les rencontrer là où ils sont. Et puis, il y a aussi un travail de pédagogie pour leur expliquer, souvent pour rassurer sur le fait qu'ils sont tout autant légitimes que quiconque pour prendre part au débat public, pour leur expliquer que l'animation, elle est faite pour les mettre à l'aise, et qu'aucune connaissance spécifique n'est nécessaire. Et ça, c'est vraiment des échanges en face à face. C'est là où on peut le plus convaincre. Et pour moi, les labs et les tiers-lieux, par la diversité des actions qu'ils mènent, peuvent toucher des publics très différents et peuvent être du coup des relais assez puissants pour associer des publics assez éloignés de la chose publique. Ça peut aussi être des lieux où finalement des services ou des compétences institutionnelles, enfin des administrations différentes, des acteurs du territoire ou des acteurs associatifs peuvent se retrouver en mode projet. Parce que finalement, la demande des citoyens, elle n'est pas prédécoupée en services ou en niveau de compétences administratives. Ça va être, le meilleur exemple pour ça, c'est le budget participatif. Le projet qui va être porté par les citoyens, il peut nécessiter de rassembler des acteurs très différents. Et je pense que les labs et les tiers-lieux peuvent justement être ces terrains d'expérimentation, ces terrains pour expérimenter une approche projet multi-acteurs et qui permettent de mieux répondre finalement aux besoins et à l'attente exprimée par les citoyens. Je pense qu'il y a aussi tout un rôle à avoir sur les méthodes d'animation qui sont aujourd'hui utilisées pour faire participer les citoyens. Il y a des défis à relever de ce côté-là. Comment est-ce que on s'assure de, par exemple, bien retracer la logique argumentative, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement une synthèse des propos citoyens qui serait un petit peu en bullet point, mais voir quels ont été les arguments qui ont permis peut-être de faire évoluer la discussion ou peut-être de faire émerger des idées, essayer d'aller comprendre vraiment en finesse qu'est-ce qui se joue dans ces débats avec les citoyens. Donc, ces logiques argumentatives, comment est-ce qu'on pourrait mieux les consigner. Aujourd'hui, c'est vrai que une grande partie des synthèses sont synthétiques. Et donc, il y a quand même un enjeu là-dessus. C'est aussi comment est-ce qu'on s'assure, je le disais tout à l'heure, sur la qualité de l'expérience vécue, comment on s'assure que les plus timides ou ceux qui se sentent le moins légitimes se sentent soutenus à travers l'animation pour pouvoir s'exprimer. Voilà, il y a vraiment, je pense, des choses à inventer de ce côté-là. Et puis enfin, et ce sera mon dernier propos, les labs et les tiers-lieux ont l'avantage, ils sont implantés sur un territoire, ils sont en contact direct, en tout cas si c'est leur choix d'avoir des temps d'ouverture au public, ils sont en contact direct avec les habitants. Et finalement, ils sont des espaces propices à l'identification de besoins ou d'attentes du public. Et finalement, ils peuvent être vraiment catalyseurs un peu d'actions très bottom-up, c'est-à-dire à partir des besoins qui sont exprimés par les habitants ou les personnes qui fréquentent le lieu, des actions vont pouvoir être formulées et les labs et les tiers-lieux peuvent jouer le rôle de faire remonter ces actions au niveau des collectivités ou des administrations pour mettre à l'agenda la réalisation de ces actions.
Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas prendre de temps. Je suis évidemment à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup pour l'invitation et puis à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Je Tiffany. ne t'entends pas, Audrey. Là, tu m'entends? J'avais oublié Oui. de prendre mon micro. C'est pour ça. Donc, merci beaucoup pour toutes ces infos, Tiffany. C'était super clair. S'il y a d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser soit dans questions, soit dans le chat. Et comme ça, on en parlera à la fin. Moi-même, j'y ai pensé et je me dis, OK, je garderai une ou deux questions pour le petit temps d'échange à la fin du webinaire. Alors, merci beaucoup. On va du coup laisser la parole maintenant à Julie Roturier de la base. Et en attendant l'arrivée de Julie, on vous remet une petite question dans le sondage. Lisa, je te laisse mettre la question. La question, elle porte sur est-ce que vous avez déjà travaillé avec des labs ou des tiers-lieux dans le cadre de démarches de participation citoyenne? C'est juste pour savoir un petit peu si c'est des pratiques auxquelles vous avez déjà pu avoir recours. Alors, elle devrait apparaître dans le sondage. Avez-vous déjà associé des labs ou des tiers-lieux à vos démarches de participation citoyenne? Juste à cliquer sur oui ou sur non. 64% non. Bon, bah, c'est plutôt chouette comme nouvelle, parce que ça veut dire du coup que le webinaire pourra vous servir, vous donner des idées et peut-être même des contacts pour travailler avec des tiers-lieux sur ces questions. Hop là, alors il y a d'autres choses dans le chat. Alors, pourriez-vous me donner le nom de famille de Tiffany? Je laisse Tiffany répondre à la question. Comme ça, je vais pouvoir introduire Julie. Bonjour Julie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, attendez, je vais enlever Tiffany, comme ça. Hop, on a plus de place à l'écran. Et DITP, Lisa, je te retire aussi, parce que sinon, on ne voit pas beaucoup Julie. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui, Julie. Donc, vous êtes chargée de mission Agenda 21 au laboratoire d'innovation La Base en Nouvelle-Aquitaine. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter déjà et puis aussi nous parler un petit peu de votre parcours et de vos missions au sein du Lab La Base? Ok. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Du coup, moi, je voulais excuser Julie Chabot, qui initialement était invitée à faire la contribution et qui a un empêchement. Voilà, je voulais aussi dire que je vais présenter des modalités de mise en pratique de la participation dans un laboratoire, mais c'est un laboratoire parmi d'autres. Et l'ensemble des labos d'innovation publique ont des pratiques de participation citoyenne qui peuvent être remarquables. Donc voilà, donc moi je suis Julie Roturier, je suis chargée de mission Agenda 21 au département de la Gironde. Voilà, l'Agenda 21, c'est le projet territorial de développement durable. Je le précise parce que c'est important après dans l'ADN de la base, qui est un labo d'innovation interinstitutionnelle. Un agenda 21, c'est 5 finalités, c'est des éléments déterminants de démarche. Dans les éléments déterminants de démarche, il y a Rio 92 qui vient positionner la participation citoyenne. Donc, c'est vrai qu'on a une antériorité dans les pratiques de participation citoyenne avec une politique de la participation citoyenne au niveau départemental. Donc, moi, plus spécifiquement, j'ai un cursus académique de sociologie. J'ai été multicasquette au sein de l'évolution de mes missions à l'Agenda 21. J'ai été en charge de l'éducation au développement durable, de l'animation du réseau des chargés de mission Agenda 21 sur le territoire de la Gironde, des solidarités écologiques, puis de l'appui à la politique départementale de participation citoyenne. La jeunesse du labo au niveau Nouvelle-Aquitaine, au niveau du département, du coup, on avait une pratique d'action collective avec les Agenda 21 locaux qui nous a appris à faire ensemble et à mobiliser les techniques d'intelligence collective et d'expérimentation. De ça, on a fait émerger ce qu'on avait appelé le mode labo, c'est-à-dire d'être, en gros, de se dire qu'on savait faire de l'action collective, on savait faire de la transformation écologique et que l'enjeu territorial, c'était d'être à la hauteur des enjeux, donc de pouvoir travailler sur la prospective narrative et le territoire désirable.
À l'issue, donc de manière à peu près concomitante, il y a eu l'appel à projet PIA 2017 sur les labos d'innovation publique, ce qui a du coup été l'opportunité localement de monter un laboratoire d'innovation publique multi-acteurs avec une gouvernance qui a évolué au fil des années, mais qui est autour du département de la Gironde, du SGAR Nouvelle-Aquitaine, de l'Adréal Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole et de la région Nouvelle-Aquitaine. Je précise ça parce que du coup c'est important sur la dimension, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui entre participation et territoire. Cette gouvernance multi-acteurs, elle permet d'aller chercher les parties prenantes au fur et à mesure. Moi, je voulais vous montrer spécifiquement en préparant. Alors, attendez. Hop, c'est bon, c'est passé en plein écran. Ouais, ça passe en plein écran, ouais, c'est très bien. Voilà. Je voulais. Alors, je ne sais pas si c'est lisible. Le support sera transmis. C'est assez petit, mais on voit un petit peu. Du coup, c'est juste pour requalifier en fait en travaillant sur la séance d'aujourd'hui. J'ai retrouvé ça, c'est la raison d'être du lab en 2017. Donc du coup, il positionne les travailler avec et pour les usagers comme élément principal de sa raison d'être, la gouvernance multi-acteurs et la diffusion des pratiques. Donc du coup, la raison d'être de ce lab interinstitutionnel, elle est vraiment au cœur de l'articulation entre mettre les usagers au cœur des projets de transformation, que ce soit des projets de transformation de politique publique ou à l'échelle d'une facilitation ponctuelle ou d'un projet, et en même temps d'accompagner les agents publics à une évolution de pratique. Alors moi, je ne souhaite pas particulièrement revenir sur de la méthodo parce que je pense que Tiffany l'a fait très bien. Voilà, merci beaucoup, c'était très, très clair. Dans l'accompagnement des pratiques de participation citoyenne, moi, il me semble qu'aujourd'hui, l'outil le plus abouti, c'est l'outil qu'a élaboré le CEREMA en lien avec la charte de la participation du public, qui permet vraiment de guider pas à pas le questionnement qu'a pu décrire Tiffany. Moi, je voudrais plutôt... Est-ce que peut-être vous pouvez nous parler de comment est-ce que le modèle de gouvernance du lab et l'offre de services du lab ainsi que les compétences que vous avez en interne, ça vous permet en fait de vraiment mener à bien des projets de participation citoyenne dans les territoires? Parce que c'est vrai que c'est hyper important et c'est hyper intéressant, d'autant plus que tous les labs n'ont pas forcément le même modèle de gouvernance. Certains sont seulement rattachés à des préfectures de région, d'autres peuvent être rattachés à une collectivité. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans le vôtre, c'est vraiment le côté multi-acteurs et la gouvernance partagée qui vous permet vraiment d'aller mobiliser toutes les parties prenantes nécessaires quand vous voulez faire une vraie démarche de participation citoyenne. Ok. Alors, merci Audrey. Sur cette spécificité, effectivement, donc du coup, c'est un lab multi-acteurs. Alors, la gouvernance du lab aujourd'hui, en fait, de 2017 à aujourd'hui, elle a eu plusieurs figures. Aujourd'hui, la gouvernance du lab, c'est une convention d'objectifs et de moyens entre la préfecture et le département de la Gironde, de manière à avoir des moyens des moyens d'animation. La base, avec l'ensemble des parties prenantes, a défini quatre axes de travail. On peut pas voir, alors c'est l'axe vert, on va faire comme ça, qui est sur la contribution aux ODD, donc c'est d'accompagner la prise de conscience et de positionner le questionnement des 17 objectifs de développement durable dans chacun des chantiers.
Ensuite, en rose, on a la dimension inclusion, donc c'est passer les publics au cœur de la réflexion et travailler dans chacun des chantiers à l'inclusion de tous les publics, notamment les publics les plus fragiles. Quand on travaille sur la canicule extrême, c'est se poser la question des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes sans abri, etc. Un axe simplification, où du coup on retrouve tout ce qui est accès aux droits, simplification des services publics qui soient compréhensibles et faciles d'accès pour toutes et pour tous. Et enfin, un dernier axe qui est la proximité, qui est de renforcer un laboratoire qui va au plus proche des territoires, au plus proche des besoins et qui s'ancre véritablement dans les projets. En transversalité dans toute la gouvernance du lab, on a le mantra « se transformer pour transformer ». C'est se dire que tout ce qu'on fait, on le fait en mode communauté apprenante pour développer les capacités des agents publics et des acteurs locaux. Parce que cette gouvernance élargie de la base, qui repose sur un pilotage de moyens, permet du coup la saisine de la base pour accompagner des projets, que ce soit des projets d'administration déconcentrée, de collectivités territoriales, de collectifs citoyens et ou des projets multi-acteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette communauté apprenante, parce que ça peut vraiment être inspirant pour d'autres acteurs. Qui sont les personnes qui vont participer à la communauté? Comment est-ce que vous les formez? Et est-ce que derrière, de quelle façon vous pouvez les mobiliser ensuite? Et puis, est-ce que ça contribue finalement, au-delà de pouvoir mobiliser ces personnes sur des démarches de participation citoyenne dans les territoires, est-ce que ça permet de diffuser l'esprit de la participation citoyenne au plus large? Alors, je dirais oui, ça permet. Du coup, j'ai essayé de schématiser du coup la communauté apprenante pour pouvoir la rendre lisible. Comme l'a décrit Tiffany, chaque démarche est une démarche à part entière avec ses intentions, ses tenants et aboutissants. Donc, du coup, il n'y a pas la boîte à outils magique au labo qui permet de faire en gros du copier-coller. C'est vraiment de l'accompagnement en faisant avec les équipes projet. Le labo n'est pas prestataire de facilitation ou prestataire d'élaboration de démarches coopératives. C'est vraiment en amont un processus qui se fait avec les équipes qui sollicitent le labo. Ça, c'est sur le volet accompagnement. Après, du coup, il y a aussi toute une partie des acteurs qui, c'est les précurseurs, ils explorent, ils testent des choses de manière autonome. Donc, le labo, il est important et comment dire, il crée de la reliance entre les différentes pratiques, qu'elles soient des pratiques exploratrices, précurseurs ou des pratiques plus novices, pour aussi créer un espace d'analyse des usages, d'analyse de pratiques. Voilà. Avec une finalité opérationnelle dans la communauté d'apprentissage. Le logo de la base, c'est une empreinte. C'est le fait de laisser une trace des apprentissages. Donc, du coup, de pouvoir... alors, je suis très embêtée aujourd'hui parce que le site web de la base est hors service. Il sera rétabli en fin de semaine. Mais du coup, sur le site web de la base, vous pouvez trouver, pour chacun des projets, il y a une documentation qui est à la fois la documentation méthodologique, l'architecture de la démarche, mais aussi tous les conducteurs, parce que une démarche participative, l'animation ne s'improvise pas. Si on veut la rendre accessible et ludique, les différentes séquences sont du côté du labo assez décrites. Et après, la récolte,
Tiffany parlait de la logique argumentative, de pouvoir aussi, dans un processus de transparence, tracer les échanges et ensuite les résultats. C'est ce qu'on appelle les échos du labo qui donnent à voir la méthode, comment on passe d'opinions individuelles à des avis collectifs et le résultat donné. Sur la diffusion des pratiques, du coup, nous, on a un dispositif qu'on appelle les formations ateliers main à la pâte, avec l'idée de pouvoir accompagner les agents à tester des outils, à trouver les points de repère et un espace sécurisant pour se mettre en situation d'animation, de comprendre aussi que les outils ils sont inclus dans des démarches globales avec un questionnement stratégique. Donc voilà, ça c'est l'espace sécure. Et dernier élément de la communauté apprenante, c'est la communauté d'entraide. Souvent, quand on a des dispositifs participatifs, alors parfois il y a un choix d'externalisation. Parfois, il y a aussi la commande ou le contexte qui fait qu'on est en ingénierie interne. Pour autant, selon le périmètre, l'intention du projet, on peut être sur un public avec 30, 40, 50 personnes et avoir des besoins de renfort d'animation. Et du coup, le labo, il permet ça, que ce soit au niveau administratif, mais aujourd'hui aussi au niveau territorial, c'est de pouvoir énoncer un besoin et avoir une communauté d'entraide et de renfort. Et ce volet-là, moi, je le trouve très intéressant parce que ça donne de la réciprocité avec les apprentissages qu'on peut faire au labo, mais ça donne aussi pour des personnes qui ont en perspective d'animer des démarches participatives un espace qui leur permet de se tester avant de devenir le maître d'orchestre dans un dispositif un peu plus complexe. Et est-ce que vous auriez une ou deux illustrations pratiques de missions que vous avez menées à bien sur le terrain pour que les gens puissent un petit peu se projeter concrètement dans cette démarche? Oui. Vous m'aviez demandé, j'ai préparé 2 illustrations. Une illustration qui part plutôt d'une commande d'une des pilotes de la base autour de la simplification des écrits administratifs. C'est de se dire qu'il faut rendre lisible et accessible les courriers de l'administration vers les bénéficiaires de dispositifs ou d'aides. Alors, toute la méthodologie, alors le site de la base est hors service, mais il y a certaines choses qui sont aussi sur le site du département, donc je mettrai les liens pendant l'intervention suivante. Et du coup, sur la simplification des écrits, du coup, il y a eu plusieurs volets. Il y a eu la démarche d'embarquer les équipes. Voilà, on a travaillé avec l'origami sur donc il y a tout un guide méthodologique sur la question de l'écoute, de pouvoir par le sensible comprendre la mécanique et ça, je pense que c'est un outil qui est transversal du coup à l'ensemble des démarches participatives. En gros, il y a quelqu'un qui dicte des consignes d'origami et l'autre personne qui doit réaliser l'origami. Donc, du coup, ça permet de mettre en abîme tout la posture d'écoute, mais aussi comment sont perçues les informations, la diversité des mots qu'on peut utiliser pour dire la même chose, etc. Donc, le premier volet de la démarche simplification des écrits, ça a été d'embarquer les équipes. Ensuite, on a élaboré une méthodologie d'animation
pour travailler donc des choses très simples, hein, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on comprend pas, et après atelier d'écriture pour reformuler, atelier de design de courrier pour identifier des points de repère graphiques, on a travaillé du coup sur le public handicapé, personnes âgées, travaillé aussi toute la question de l'accessibilité, du facile à lire et à comprendre. Donc voilà, j'ai choisi cette illustration-là parce que du coup, on avait deux premiers publics cibles qui étaient les courriers APA et les courriers MDPH. Donc APA, c'est aide personnalisée pour les personnes âgées, et MDPH, ben, c'est toutes les aides dont peut bénéficier une personne handicapée à la maison, au travail, pour la mobilité, etc. Et du coup, ben, nous, c'est posé la question des personnes âgées pour pouvoir les faire venir jusqu'au labo qui est centralisé à Bordeaux. Ben, c'était pas possible. Donc, on a un principe d'action quand même qui est de démultiplier les séances. Et ça, pour ça, le réseau, la communauté d'entraide de facilitateurs, elle est aussi précieuse parce que ça donne la puissance d'action sur le terrain. Et donc, du coup, pour travailler sur la simplification des écrits sur les courriers pour les personnes âgées, bah, du coup, on s'est déplacé sur tout le territoire. On a été dans les EHPAD, on a été dans les maisons de solidarité, on a été aussi dans des tiers-lieux aussi qui parfois nous accueillent. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment sur la gouvernance élargie. On a, en propos introductif, vous disiez que c'était... on parlait pas tellement des lieux, mais les espaces sont aussi importants parce que ce soit un labo d'innovation publique ou un tiers-lieu, ils ont une atmosphère spécifique qui permet de ménager les conditions d'accueil et de créativité des acteurs. Donc du coup, nous aujourd'hui, on travaille aussi. Je dis qu'il y a un problème de connexion. Est-ce qu'on m'entend? Non. Non, il y a une personne qui vous entend pas. D'accord, c'est un problème spécifique. Ok. Ouais, je pense, ouais. Donc, vous pouvez continuer. Ouais, ok. Je vais passer à une deuxième illustration et on en rediscutera en suivant. Après, Du coup, la deuxième illustration, donc, le premier, c'est un besoin des administrations vers du coup, en allant vers le public. Cette deuxième illustration, c'est comment un labo peut se mettre au service d'un territoire et ménager les conditions d'une transformation pour les territoires. Donc ça, il s'agit des labos mobiles. Donc si je devais le décrire en 3 mots, c'est un accompagnement à la transformation, un accompagnement d'un territoire, que ce soit une collectivité, un collectif d'acteurs. D'ailleurs, c'est ce qui aujourd'hui on demande, avoir des collectifs d'acteurs qui a une ambition de transformation radicale. Aujourd'hui, par exemple, on accompagne un collectif vers la valorisation à la création d'une filière des excrétas humains. On accompagne un territoire sur un territoire 100% participatif, justement. Et on accompagne un autre territoire sur Osons la fin des jours heureux, sur du coup la mort, quoi, enfin l'appréhension de la mort à une échelle territoriale. Donc voilà, donc ça c'est en gros, c'est comment un labo en fait, il va au plus près des territoires pour accompagner une transformation et qu'ensuite, il ménage les conditions. Donc, opérationnellement, c'est une résidence. On l'avait imaginé au départ comme une résidence d'artistes. C'est pas une résidence qui s'installe 3 jours, 4 jours consécutifs, mais c'est une résidence. Le labo, il vient et il crée l'espace, il ménage les conditions de la pluralité d'acteurs. Et ce que je trouve très intéressant, et pour moi, c'est un des enjeux sur la participation citoyenne, c'est que ça crée des espaces hybrides. C'est-à-dire, c'est pas une démarche participative où on n'a que des habitants, c'est une démarche territoriale où on retrouve tous les acteurs. Jeudi dernier, on facilitait le labo Osons la fin des jours heureux.
On trouvait des professionnels de l'aide à domicile, des personnes âgées, des petits vieux en très bonne santé ou en moins bonne santé, chez eux ou à domicile, des collectivités territoriales. On était accueillis dans la ferme coopérative du coin. Voilà, tout ça, ça ménage aussi du coup les conditions du dialogue territorial. Et moi, il me semble qu'un des enjeux aujourd'hui, il est là. Ok, merci beaucoup pour tous ces exemples et puis on comprend mieux effectivement la place d'un laboratoire d'innovation territoriale dans une démarche de participation citoyenne sur les méthodes, sur la mobilisation des parties prenantes, sur la posture, sur la dynamique et puis aussi sur le choix des sujets qui vont être mise en œuvre. Merci beaucoup pour cette intervention. On laisse maintenant la parole à Rémi Sellier pour nous parler, alors cette fois-ci du côté tiers-lieu. Rémi est en train de se connecter. Julie, je vous ferme. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour Rémi. Alors Rémi, tu travailles à France Tiers-Lieu. Déjà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur France Tiers-Lieu, tes missions, toi, ton expérience, et puis aussi ce que c'est qu'un tiers-lieu, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément voir la différence entre un tiers-lieu, un lab. Et je sais que c'est une question redondante, mais ça vaut le coup de l'élucider. Ok, merci Audrey. Bonjour à tous. Donc moi, je vais avoir un positionnement un peu différent de ce qui a été présenté précédemment. Donc je m'appelle Rémi Sellier, moi je suis responsable du développement de France Tiers-Lieu, pour vous en dire un peu plus sur moi. Précédemment, en fait, moi j'étais au commissariat général à l'égalité des territoires. J'avais d'ailleurs eu l'occasion de croiser certains d'entre vous, je crois, dans ce contexte-là, puisqu'on travaillait avec certains labs d'innovation et d'autres acteurs. Et donc, j'ai travaillé, moi, en 2018, sur la mission coworking qui avait été confiée par Julien de Normandie, à l'époque en charge de la politique de la ville, à Patrick Lévitz. En fait, c'était une mission sur le coworking, sur comment on développe le coworking en dehors des métropoles. Et c'est devenu une mission sur les tiers-lieux. Ça a donné lieu à la remise d'un rapport au gouvernement sur la dynamique des tiers-lieux en France. Je reviens rapidement sur l'historique pour vous en dire un peu plus sur comment tout ça c'est né. Et donc, cette mission confiée par le gouvernement est devenue un rapport qui s'appelle « Faire ensemble pour mieux vivre ensemble », qui comprend 28 recommandations pour accompagner le développement de la dynamique des tiers-lieux en France. Et il a donné lieu, en juin 2019, au lancement du programme national de soutien aux tiers-lieux, et donc à la création d'un Conseil national des tiers-lieux, au lancement d'un programme d'État qui s'appelle le programme Nouveaux lieux, nouveaux liens, qui se trouve aujourd'hui au sein de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, et qui porte notamment un appel à manifestation d'intérêt fabrique de territoire, mais qui est aussi en charge de faire le lien entre les politiques publiques et les tiers-lieux. Et la troisième brique, je dirais, de ce programme national de soutien aux tiers-lieux, ça a été la création d'une association, donc présidée par Patrick Lévitz, en tout cas le temps de sa préfiguration, et composée de réseaux de tiers-lieux et d'acteurs de l'écosystème des tiers-lieux. Donc France Tiers-Lieux, c'est une association qui a été créée, je l'ai dit, dans le cadre du programme national de soutien aux tiers-lieux, mais qui a pour objectif en fait d'accompagner les tiers-lieux sur leur dimension ingénierie. Donc vraiment, c'était un peu la troisième brique du programme, portée par les tiers-lieux eux-mêmes pour les tiers-lieux, en se disant on est en capacité du côté de l'État de mettre en place des soutiens financiers, je dirais, et institutionnels au service du développement des tiers-lieux, mais il y a besoin aussi que les acteurs s'organisent eux-mêmes pour ce qu'on a appelé, nous, structurer la filière des tiers-lieux, et donc permettre aux tiers-lieux de développer leurs propres outils et de favoriser la reconnaissance de ces dynamiques, de mutualiser des moyens entre eux pour accompagner le développement de ces dynamiques. Donc voilà, France Tiers-Lieux, c'est une association composée d'acteurs des tiers-lieux. C'est vraiment un outil au service du développement de ces tiers-lieux. Donc moi, j'ai quitté le CGET pour rejoindre France Tiers-Lieux, un peu dans la continuité de tout ça. Et pour vous en dire un mot sur les missions de France Tiers-Lieux, très rapidement, parce que ce n'est pas tout à fait l'objet, mais les missions de France Tiers-Lieux sont au nombre de 6. La première mission, c'est l'animation et la coordination du Conseil national des tiers-lieux, qui est vraiment un organisme représentatif de la diversité des tiers-lieux. Je reviendrai après sur la définition de ce mot, de ce concept de tiers-lieux. Et le Conseil national des tiers-lieux, son rôle, c'est de dessiner une feuille de route pour l'écosystème des tiers-lieux. Et le rôle de France Tiers-Lieux, c'est de mettre en œuvre cette feuille de route. Donc, il y a des groupes de travail au sein du Conseil national des tiers-lieux.
Et France Tiers-Lieux est là pour les animer, mais aussi pour mettre en œuvre les recommandations opérationnelles, je dirais, du Conseil national des tiers-lieux. Ensuite, le soutien à l'émergence et au développement de réseaux régionaux de tiers-lieux. Là, je ne détaille pas, mais parce qu'on constate que ces réseaux ont un rôle essentiel pour accompagner les tiers-lieux existants dans leur développement et accompagner les porteurs de projets. Soutenir l'outillage des tiers-lieux. Donc là, accompagner le développement d'outils communs, que ce soit des outils numériques facilitant la gestion de tiers-lieux ou des outils méthodologiques, fiches méthodologiques, cartographie, support de formation ou autres. Ensuite, la professionnalisation de la filière. Donc là, développer et diffuser les formations existantes pour favoriser la montée en compétences et la professionnalisation des tiers-lieux. Et une 5e mission qui est le développement de partenariats entre les tiers-lieux et les acteurs nationaux, publics ou privés. Donc là, tisser des partenariats, pour vous donner un exemple, on a tissé un partenariat avec Pôle emploi en Île-de-France pour mobiliser l'ensemble des tiers-lieux de l'Île-de-France sur l'inclusion numérique des personnes en recherche d'emploi. Donc là, voilà, montrer comment les tiers-lieux peuvent être des espaces d'expérimentation pour les institutions publiques et pour les entreprises, et aider les tiers-lieux à tisser des partenariats multi-tiers-lieux, si je peux dire, avec ces institutions-là. Et une dernière mission qui est l'animation nationale de cette dynamique des tiers-lieux et la communication, donc la promotion des tiers-lieux, l'organisation d'événements nationaux, le développement d'un site ressources, et bientôt on va publier un rapport qui fait suite à un peu le 2 ans après de 2018, même si ça va faire 3 ans bientôt, et qui donne à voir un peu cette dynamique des tiers-lieux plus en détail et de manière plus précise, qu'on va remettre au Premier ministre et qui montre comment les tiers-lieux sont aujourd'hui un peu au cœur des transitions. Bon, je ne m'étale pas parce que ce n'est pas forcément le sujet, et je pourrais donner des exemples de tiers-lieux aussi dans le cadre des questions, et j'y reviendrai par la suite. Et pour vous donner ce qui, pour nous, caractérise les tiers-lieux, alors pour essayer de concrétiser un peu les choses, les tiers-lieux, en fait, avant de concrétiser les choses, le concept sociologique de tiers-lieu, c'est un espace qui se situe entre le lieu de travail et le lieu de vie. Donc, c'était une définition sociologique portée par Ray Oldenburg, qui est un sociologue américain, qui a été un peu appropriée en France, je dirais différemment, et donc qui est portée par une dynamique qui est, je dirais, au croisement entre éducation populaire, mouvement du libre et de l'open source et économie sociale et solidaire. Donc, voilà, on se situe un peu au croisement de ces dynamiques. Et en fait, les 5 éléments qui, pour nous, font tiers-lieu, c'est en premier lieu des formes d'entrepreneuriat ancrées dans le territoire. Donc, c'est des lieux où se créent des activités à impact économique, sociaux et environnementaux positifs, partant des besoins du territoire. C'est en deuxième lieu des espaces d'expérimentation et de création. Donc, c'est des lieux du faire, souples, évolutifs et adaptables, qui favorisent l'émergence de projets plutôt hors cadre. C'est des espaces d'hybridation d'activités et de revenus. Désolé, j'ai un voisin qui fait des travaux, c'est un peu sport. C'est des lieux d'hybridation d'activités et de revenus, donc où on a des modèles économiques hybrides mêlant à la fois subventions publiques favorisant les activités d'intérêt général des tiers-lieux et modèles économiques liés aux services proposés par ces tiers-lieux, formation, loyers liés aux espaces de coworking, restauration, prototypage ou autres services déployés dans le tiers-lieu. C'est des espaces de vie, de convivialité et de mixité. Et si je devais retenir qu'un seul point pour définir ce que sont les tiers-lieux, et ce sera peut-être ce que je détaillerai par la suite, c'est des espaces en fait de libre contribution. Donc le tiers-lieu, ce qui le caractérise, c'est avant tout un espace où les usagers sont impliqués dans le projet et où ils le construisent et le font évoluer au fil du temps. Donc c'est plutôt des espaces ouverts où tout le monde est incité à devenir contributeur et pas bénéficiaire du tiers-lieu. Donc dans un tiers-lieu, on est avant tout contributeur, on est amené à faire évoluer ces espaces. Et après, pour vous dire un peu ce qui compose aujourd'hui le Conseil national des tiers-lieux, c'est des acteurs représentatifs des cafés associatifs, de friches culturelles, où on a des friches qui ont été appropriées par des acteurs culturels et qui mettent en place de l'événementiel culturel, des résidences artistiques, de la médiation culturelle aussi auprès des habitants à proximité de ces friches. C'est ce qu'on appelle des hackerspaces, des makerspaces ou des ateliers de fabrication numérique. Donc des espaces où on va pouvoir expérimenter des outils numériques, venir se former à des pratiques numériques un peu innovantes ou qu'on n'a pas l'habitude de voir par ailleurs. C'est
des makerspaces au sens où ça va être des ateliers artisanaux partagés. Donc voilà, c'est des ateliers ou plutôt des lieux ouverts où on va pouvoir venir faire des choses, que ce soit par la pratique de l'artisanat, par la réparation d'un smartphone dans un repair café, par la pratique de la permaculture dans un jardin partagé. Ça peut aussi être des cuisines ouvertes où en fait, on va proposer aux habitants du quartier de venir cuisiner eux-mêmes, de venir utiliser une cuisine mise à disposition de l'ensemble du quartier. Donc voilà. Et c'est souvent, en fait, c'est ce qui fait la difficulté de la description des tiers-lieux. C'est souvent un mélange de tout ça, en fait. Un petit bout de friche culturelle, un petit bout d'espace de coworking, donc d'espace de travail partagé, un petit bout de Fab Lab, un petit bout de cuisine ouverte. C'est un peu un mélange de tout ça qui constitue les tiers-lieux, je dirais. Mais donc, pour nous, le tiers-lieu, c'est avant tout potentiellement un processus d'engagement d'une communauté au sein d'un lieu. Et donc, c'est une forme d'action collective portée dans un lieu pour répondre aux besoins du territoire, si on veut. Voilà, je ne m'étends pas plus, mais c'est un peu comme ça qu'on définit un lieu. Pardon. Et par rapport à ce que disait Julie sur les labs, par exemple, pour toi, comment est-ce que le tiers-lieu, qui est, on l'a bien compris du coup, qui a une dynamique territoriale, un laboratoire d'innovation étant aussi une dynamique territoriale, mais c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes missions, c'est pas les mêmes usagers, c'est pas les mêmes objectifs. Comment est-ce que le tiers-lieu, ça peut contribuer à faire émerger des dynamiques de participation citoyenne, soit de par les activités qui s'y passent, soit de par carrément la multiplicité des profils, des gens qui vont venir sur ces différents tiers-lieux, mais aussi par les différents événements, activités. Comment est-ce que tout ça, ça peut vraiment contribuer à des dynamiques de participation citoyenne? Et en quoi est-ce que ces dynamiques, elles sont carrément complémentaires à des choses qui se passeraient, mais qui sont dans le cadre d'un schéma beaucoup plus institutionnel, beaucoup plus administratif, si j'ose le dire, notamment par rapport à un centre de la participation citoyenne ou carrément un laboratoire d'innovation territoriale? Oui. Bah, nous, ce qu'on voit, et après je vous enverrai des exemples, des vidéos, j'ose pas trop vous décrire des tiers-lieux parce que j'ai toujours peur de les décrire mal, et je pense que ça leur rend pas honneur, donc je vous enverrai des vidéos, mais je citerai quand même 2-3 exemples, mais bon, c'est toujours mieux d'aller les visiter si vous avez l'occasion. Nous, pour information, on compte 2500 tiers-lieux en France, donc on pense que c'est un véritable phénomène de société quand même, donc c'est un vrai mouvement émergent. Donc c'est peut-être ça le premier point, c'est que l'intérêt des tiers-lieux, c'est ce côté émergent, au sens où c'est des citoyens qui s'organisent, donc des citoyens au sens large, ça peut être des collectifs de citoyens, organisés ou pas organisés, ça va être donc des associations, des entreprises et des collectivités territoriales, ou en tout cas en partenariat avec des collectivités territoriales qui vont s'organiser pour répondre aux besoins du territoire. Et en fait, j'avais noté 3 points, moi, pour vous parler un peu de la participation citoyenne dans les tiers-lieux. Je pense que c'est vraiment central, en fait, on n'en parle pas assez, à mon avis, aujourd'hui, quand on parle des tiers-lieux. Mais l'intérêt des tiers-lieux, à mon avis, pour la participation citoyenne, c'est 3 points assez simples. C'est un premier point qui peut paraître naïf, mais c'est le côté attractif des tiers-lieux, c'est-à-dire faire de la participation citoyenne, mais sans le dire, en fait. C'est qu'on va venir dans les tiers-lieux parce que c'est convivial, parce qu'il va s'y passer des choses, et on va être amené à contribuer, à faire des choses et quelque part à participer à la vie du territoire. Mais en fait, sans forcément se dire qu'on y est venu pour participer à une politique publique. On vient parce qu'on a envie de venir, parce que c'est un lieu sympa, un lieu de vie, parce qu'on va y développer des activités personnelles ou professionnelles. Et de fil en aiguille, ça contribue à répondre à des enjeux de politique publique, je dirais. Mais c'est vraiment, peut-être le premier point, c'est l'attractivité de ces dynamiques parce que lieu de vie, lieu de convivialité. Parce qu'on ne parle peut-être pas de participation citoyenne directement. Le deuxième point, c'est le côté, c'est souvent des espaces de sensibilisation aux problématiques du territoire, au sens où c'est des espaces de transmission de savoir entre pairs, en fait. Donc, c'est des lieux qui se qualifient souvent de lieux d'éducation populaire, où en fait, on va se saisir des problématiques du territoire au fil des échanges qu'on va avoir avec les personnes qui constituent le tiers-lieu et qui y sont, en fait. Donc, avec les personnes qu'on va rencontrer dans le lieu, on va échanger sur les problématiques communes, je dirais, et essayer d'y construire des réponses. Et ça va aussi participer de la construction de la légitimité, en fait, aussi des gens qui viennent dans les tiers-lieux. Et le troisième point, c'est le côté vraiment faire,
C'est ce côté action collective qu'on retrouve dans les tiers-lieux. Et moi, je pense que l'intérêt des tiers-lieux pour penser la participation citoyenne, c'est parce qu'ils se construisent autour de deux éléments. D'un côté, des envies profondes. Donc, on a en fait des ambitions, je dirais, personnelles qui se manifestent. Trouver un environnement de travail plus agréable, bénéficier d'un appui pour développer son activité économique, privilégier des modes de consommation durables, découvrir de nouveaux savoir-faire, se former au numérique ou à d'autres savoir-faire. Et on a de l'autre côté des enjeux de société et des problématiques locales qui appellent des réponses nouvelles. Et en fait, le tiers-lieu, c'est un peu l'espace de rencontre entre je viens parce que j'ai un intérêt à venir ou parce que je trouve ça sympa de venir dans le tiers-lieu et j'y rencontre d'autres personnes qui partagent les mêmes problématiques que moi. Et ensemble, on va instaurer, je dirais, une dynamique de construction de réponses à ces problématiques. On voit que c'est ce qui se passe en fait dans les tiers-lieux. C'est pour ça que moi, je parle de citoyens contributeurs. Et je pense que ça permet de repenser un peu la place du citoyen dans l'espace public, où le citoyen devient vraiment un peu proactif quelque part dans la construction de l'espace public, d'abord dans le tiers-lieu. On voit que très vite, les projets du tiers-lieu dépassent le tiers-lieu. Ça peut être avec des Fab Labs mobiles, mais ça peut être avec des projets aussi qui vont dépasser très largement le tiers-lieu, avec la mise en place de réseaux logistiques, de distribution alimentaire en circuit court ou autre. Je vous passe les détails. Et peut-être pour prendre un autre exemple, on voit aussi qu'il y a des liens entre tiers-lieux et Maison France Service, pardon, parce que je suis encore sur les MSAP. Entre tiers-lieux et Maison France Service, en fait, on peut voir qu'il y a des logiques portées par des collectivités territoriales de se dire on va solliciter les citoyens pour voir si ça les intéresse de participer à une Maison France Service ou en tout cas d'accueillir une Maison France Service sur le territoire. Et en fait, je trouve que c'est intéressant d'inverser la dynamique et de se dire il y a un tiers-lieu qui fonctionne, qui se développe, qui développe des activités de médiation numérique, qui a un café associatif et qui, de fil en aiguille, au fil des échanges avec la collectivité, va dire nous, peut-être que dans une partie du tiers-lieu, comme on fait déjà de l'aide aux personnes qui ne parlent pas français, comme on fait de l'accompagnement des personnes pour leurs démarches administratives, on est déjà quasiment une forme de guichet de service public, mais porté par des citoyens. Donc, ce n'est pas vraiment un guichet de service public, mais c'est un guichet de service aux citoyens. Est-ce qu'on ne peut pas faire venir l'espace France Service au sein du tiers-lieu pour se l'approprier, travailler en complémentarité avec lui, voire faire évoluer ses activités? Donc, on voit en fait qu'il y a vraiment une co-construction entre les tiers-lieux et de nouvelles politiques publiques qui sont pensées pour accompagner des politiques publiques qui sont pensées pour accompagner les citoyens. Et je trouve que c'est vraiment une démarche intéressante parce que ça inverse un peu le processus. Et moi, c'est peut-être le point principal que je voulais partager avec vous. Après, j'essaierai peut-être de vous donner 2-3 exemples. Mais c'est que je pense que dans les tiers-lieux, on est à 2 doigts peut-être d'une inversion d'un processus où on n'est plus dans de la participation citoyenne, mais à mon avis, on est peut-être dans de la participation des institutions publiques, donc collectivités territoriales, mais c'est vrai pour l'État aussi, à l'action citoyenne. Et ça, je trouve que c'est un renversement qui est assez intéressant, en fait, où on voit qu'il y a des citoyens qui portent des actions, qui contribuent à l'intérêt général, qui répondent en fait à des enjeux de politique publique locaux d'ailleurs ou nationaux, comme l'alimentation durable, la médiation culturelle, la médiation numérique. Et on a des institutions publiques qui vont petit à petit aller vers ces actions citoyennes pour les soutenir, éventuellement les co-construire aussi, et donc les faire évoluer au fil de ces partenariats. Mais on est même, je dirais, peut-être au-delà de la participation citoyenne, ou en tout cas, c'est une autre manière de la penser, je dirais. Et je trouve que c'est vraiment ce qui caractérise les tiers-lieux. Après, je peux peut-être vous donner 2-3 exemples pour concrétiser tout ça. Mais je voulais aussi répondre à ta question, Audrey, sur est-ce que ça permet vraiment de faire venir tous les publics? Parce que c'est un reproche qu'on peut faire souvent aux tiers-lieux, le côté... est-ce que c'est vraiment une diversité de public dans les tiers-lieux? Enfin, en tout cas, notamment dans les métropoles, il peut y avoir le reproche qui est fait à certains tiers-lieux d'être des espaces un peu bobos, entre guillemets. Moi, ce que j'avais à dire là-dessus aussi, c'est qu'à mon avis, ce n'est pas parfait, mais il y a un vrai effort d'ouverture à tout ce qui est fait dans les tiers-lieux. Et il y a un vrai effort, je dirais, peut-être de... Alors, ce n'est pas comme ça qu'ils le formulent, mais pour moi, on est quasiment en fait sur des véritables infrastructures de coopération et de la culture des communs dans les tiers-lieux. En fait, on voit d'ailleurs les proximités entre mouvements des communs, bon, je ne reviens pas sur la théorie des communs, parce que ce serait trop long, et tiers-lieux, parce qu'en fait, il y a de véritables compétences et des outils qui sont mis en place dans les tiers-lieux pour favoriser l'ouverture à tous.
On a des compétences de facilitation. Donc, on parle beaucoup des gestionnaires de tiers-lieux comme des facilitateurs de tiers-lieux, concierges même de tiers-lieux à l'époque, on disait. Il y a un effort de documentation de ce qui est fait dans le tiers-lieu pour que tout le monde puisse se saisir de ce qui est produit dans le tiers-lieu. Donc, la documentation est assez centrale dans les tiers-lieux au sens où si on veut que l'espace appartienne à tous, il faut que ce qui est fait soit transparent et puisse être facilement accessible à tous. Donc, la documentation est un point qui est plutôt bien travaillé dans les tiers-lieux. D'ailleurs, le mouvement des tiers-lieux libres open source avait travaillé cette logique de documentation avec un wiki qui s'appelle Movilab, où on essayait de documenter les tiers-lieux en mode libre et open source, en se disant, en documentant les tiers-lieux, on va favoriser la reprise par d'autres de ces logiques tiers-lieux, et donc leur essaimage quelque part d'un territoire à un autre. Il y a cette logique d'aller vers, où on va produire des événements pour faire venir le public, donc ce que je dis sur la convivialité. Il y a une logique de gouvernance partagée du tiers-lieu, où on n'est pas, en fait, on n'est pas juste sollicité pour participer, on est vraiment responsabilisé puisqu'on a invité à prendre part à la gouvernance du tiers-lieu, ce qui est un point important à mon avis dans les logiques de participation. Il y a cette logique d'éducation populaire dont j'ai déjà parlé, et il y a toutes ces logiques de libre contribution qui se matérialisent en fait avec des formes de propriété d'usage, ou en tout cas de mise en avant des droits d'usage. On voit qu'il y a des tiers-lieux, je trouve que l'exemple de la déviation à Marseille est intéressant, qui se pensent comme en fait, des espaces en dehors du droit de propriété, et donc qui mettent en avant le droit d'usage et qui veulent préserver des espaces à tous les usagers. Donc, ils garantissent en fait que le lieu ne sera jamais vendu, avec un montage un peu compliqué qu'on a documenté dans l'étude juriste embarquée, donc je ne reviens pas dessus. Et donc, il y a cette idée de privilégier la place des usagers dans le lieu et la diversité des usages et cette vitalité, je dirais, des usages. Donc, la capacité des usagers à toujours faire évoluer le tiers-lieu. Et il y a la mise en place, enfin, pour conclure, de budgets contributifs. Désolé pour le bruit, j'espère que ce n'est pas trop gênant pour vous. Pour moi, ça l'est. Il y a des budgets contributifs qui sont mis en œuvre dans certains tiers-lieux où, en fait, on met en place des budgets et des budgets transparents, en fait, parfois avec des montages assez simples, c'est juste des fichiers Excel, qui vont permettre de rémunérer les différents contributeurs en fonction de leur contribution. Et donc, l'idée, c'est tout le monde peut contribuer et se rémunérer en fonction de ces différentes contributions. Bon, là aussi, c'est des pratiques qui sont documentées au sein des tiers-lieux. Je pourrais vous partager les éléments dans le chat. Je ne reviens pas là-dessus, parce que sinon, je risque d'exploser mon temps. Je pense que c'est déjà un peu fait, donc voilà. Puis, je pourrais donner des exemples éventuellement si vous avez des questions. Non, mais merci beaucoup, Rémi. En tout cas, je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde de savoir ce que c'est qu'un tiers-lieu et la différence entre un tiers-lieu et un lab. On comprend bien que l'émission du tiers-lieu, la façon dont c'est géré, et aussi ce côté informel et accessible, ça fait qu'en fait, un tiers-lieu, c'est un espace d'émergence pour les échanges entre citoyens, etc. Et pour créer carrément, ça peut être des dynamiques de participation citoyenne, mais aussi des dynamiques économiques, de fabrication de choses, etc. Et que c'est pas forcément les mêmes dynamiques qu'un laboratoire d'innovation territoriale. À la limite, moi, l'impression que j'en ai, c'est que c'est complémentaire l'un et l'autre, puisque le lab, ça reste quand même un espace, une institution administrative, et que c'est pas les mêmes dynamiques et les mêmes objectifs. On va pas dans un laboratoire d'innovation territoriale pour faire du coworking, c'est pas la même chose. Donc du coup, les dynamiques qui peuvent émerger dans l'un et dans l'autre en termes de participation citoyenne peuvent être tout à fait complémentaires. Et d'ailleurs, Julie me disait bien qu'il pouvait aller dans des tiers-lieux pour faire une partie des missions de participation citoyenne qui avaient été prises en charge par le lab. Donc c'est assez chouette de montrer cette complémentarité. Ce que je vous propose, c'est pour les 20 dernières minutes qu'on regarde un petit peu les questions qui ont été posées sur le chat. Comme ça, on ramène tous les intervenants à l'écran et ceux qui ont envie de répondre aux questions posées peuvent effectivement le faire. Lisa, est-ce que tu peux inviter tout le monde à l'écran, s'il te plaît? Je crois que je ne peux pas le faire. Et on a une première question. Je suis en train de regarder les questions sur le chat. Alors, on a une première question de Amandine Lebrun. Dans quelle mesure les communs participent-ils des transformations, notamment enterrées de démocratie? Donc, est-ce que quelqu'un, sur cette question des communs, souhaiterait répondre?
Moi, je veux bien y aller. Moi, il me semble que les transformations, elles doivent s'amplifier. Si on prend Rémi est revenu là-dessus aussi, le fait de documenter, laisser des traces, témoigner. Pour moi, ça, c'est de la création de communs. Au labo, tout ce qui est produit en CC by SA. Aujourd'hui, on s'oriente aussi vers une plateforme wiki. Ça nous évitera peut-être d'avoir un site qui est planté pendant 10 jours. Donc, du coup, pour moi, tout ça, la création de notre culture, de la transformation, ça crée à démultiplier les transformations sur les territoires, les apprentissages, la montée en capacité des uns et des autres, et l'hybridation des projets aussi. Parce que donner à voir, c'est ce qui crée, donner à voir, que ce soit dans un espace synchro de documentation figée numérique ou dans des espaces humains de rencontre, de donner à voir la production territoriale et dynamique territoriale, ça crée la coopération et ça amplifie pour moi la maturité territoriale pour aller vers des transformations à fort impact. Est-ce qu'un des autres intervenants souhaite ajouter quelque chose de complémentaire ou on peut aussi passer à une autre question si vous pensez que Julie a tout dit? C'est que la question est tellement vaste. Non, et c'est vraiment intéressant cette dynamique des communs. Enfin, moi, quand je parle des tiers-lieux, je pense beaucoup aux communs. Je pense qu'il y a des dynamiques qui sont assez proches. Mais si je peux ajouter un élément, c'est que je pense que les communs numériques sont importants. En fait, j'en ai pas parlé parce que c'était pas le sujet principal, mais les tiers-lieux sur ces logiques de documentation, mais aussi dans leur fonctionnement en réseau, je dirais entre tiers-lieux, développent des communs numériques en fait. Et pour vous donner un exemple, on voit que pendant la crise, en fait, c'est un exemple que je voulais donner, donc j'en profite pour rebondir sur la question. Mais pendant la crise, il y a eu des makers, en fait, beaucoup de Fab Labs et de tiers-lieux, et notamment certains labs d'innovation aussi, je crois, notamment celui de Bretagne, qui ont participé à la fabrication de visières. Et en fait, on voit que ce qui a permis la fabrication de visières pour répondre aux besoins des soignants, des commerçants en urgence pendant le premier confinement, c'est le fait que tout ça, ça a été pensé en libre et open source dès le départ. En fait, il y a des communautés mondiales qui se sont organisées et qui se sont transmis des modèles de visières en open source, des designs de visières en open source. En fait, c'est un design tchèque, notamment d'un tchèque qui s'appelle Prusa. Et c'est ce design qui a beaucoup circulé et qui a été repris par de nombreux Fab Labs en France. Et en fait, à la fois par le design open source et par les infrastructures numériques, je dirais, de communication, Discord, Joggle, qui est aussi une communauté de recherche et d'innovation open source. Ça a permis de faire circuler ces modèles, de les améliorer et de fabriquer ces visières en direct dans les Fab Labs, qui sont des espaces d'acculturation à ces logiques du libre et de l'open source. En fait, on voit que sans ça, la résilience territoriale aurait été plus compliquée, en fait. Donc, les espaces de documentation, les communs numériques et cette capacité à produire des innovations en libre et en open source, c'est assez essentiel. Bon, en disant ça, on ne fait pas le tour de la question des communs, mais je pense que c'est un point intéressant à avoir en tête. Il y a des tiers-lieux qui ont fabriqué aussi des pouces-seringues open source, en fait, alors qu'en France, il n'y a pas d'industries qui sont en capacité de fabriquer des pouces-seringues. Il y a l'Electrolab à Nanterre, qui est un hackerspace, qui a fabriqué un pouce-seringue open source. Et là, il y a une entreprise qui va recommencer à produire des pouces-seringues, une industrie en France, en fait. Donc, les communs, au-delà de ça dépasse un peu la démocratie, mais voilà, ça rappelle un peu l'importance des communs dans ces espaces, quoi. Alors, il y a d'autres questions. Il y a plusieurs questions de Julien. Alors, il y en a une qui peut être assez globale et du coup, peut-être qu'on peut avoir un apport de tous les intervenants. Comment valoriser, dédommager et gratifier les citoyens participatifs? Ça, c'est une vraie question. Tant sur ce que ça porte comme message, mais aussi sur le côté très logistique et financement assez concret. Quid du financement vu les enjeux? Et c'est vrai que là, pour le coup, les administrations ne sont pas encore
dans cette démarche-là. Et moi, j'ajouterais même, pour compléter la question de Julien, il y a mon écouteur qui tombe, est-ce qu'on a des exemples, des inspirations de pays à l'étranger où effectivement des démarches de participation citoyenne sont tellement ancrées qu'on va aller jusqu'à dédommager les gens pour ce genre de démarche comme on pourrait le faire dans certains pays pour des missions par exemple de jury, etc. Est-ce que quelqu'un veut prendre Tiffany peut-être pour ouvrir le bal? Oui, j'ai ma connexion qui a l'air un petit peu flottante, donc j'espère que ça ne va pas couper. Ce que je peux dire, c'est peut-être un mot sur les pratiques aujourd'hui. C'est très hétérogène. Il y a des dispositifs qui prévoient effectivement une indemnité des citoyens, donc c'est souvent calculé sur le prix, sur le, on va dire l'indemnisation des jurys d'assises, c'est à peu près 80 € par jour. J'ai déjà vu des dispositifs avec des indemnisations de citoyens qui allaient jusqu'à 200 € par jour. En revanche, c'est loin d'être systématique. C'est vraiment à la main de l'organisateur de la démarche. La plupart du temps, quand même, ça n'est pas indemnisé. Il y a des formes de plaidoyer, enfin, il y a eu des plaidoyers l'année dernière et récemment sur justement comment est-ce qu'on crée un statut du citoyen participant et comment on l'indemnise au même titre que, par exemple, un expert pour être indemnisé pour participer à un événement, une conférence ou quoi que ce soit. Comment est-ce qu'on indemnise ce temps en fait de contribution à la vie de la cité? Il y a eu plusieurs papiers qui sont parus dans la presse sur ça. À ce jour, pas d'arbitrage en ce sens et en tout cas pas d'uniformisation d'un standard d'indemnisation des participants. Après, pour la question à l'étranger, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que c'est assez hétérogène, il n'y a pas de loi qui impose cette indemnisation. Elle se fait de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus cette prise de conscience que pour les citoyens, c'est aussi parfois renoncer à une journée de travail si on ne leur permet pas de poser, je ne sais pas, une RTT ou si la personne est auto-entrepreneur ou n'a pas de RTT. C'est une question qui surgit de plus en plus et qui effectivement est mise sur la table régulièrement quand il y a des cadrages de dispositifs. Après, il y a selon les dispositifs des questions de moyens, de budget, et après le fait de le passer en quelque chose de systématique impliquerait, ce serait ça irait avec une institutionnalisation de la participation citoyenne qui est en cours, mais qui n'est pas encore totale. Voilà. Rémi, Julie, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette question ou on prend une autre question? Ouais, moi, je veux bien témoigner. Je partage du coup les difficultés énoncées en termes de mobilisation. Voilà, c'est sur la possibilité des personnes, notamment les personnes actives, à pouvoir se rendre disponibles. On a mis en place des démarches, les démarches les plus abouties, type panel citoyen, où il y a un dédommagement et où du coup ça aménage les conditions d'une mobilisation synchrone qui représente la diversité, voilà, et avec un processus qui est installé dans le temps. Moi, je voulais témoigner aussi d'autres formes. Donc, nous, on n'a pas, à part passer par un tiers prestataire, on n'a pas la possibilité de dédommager les citoyens. On arrive toujours, donc du coup, il y a déjà la question de la qualité de l'accueil et de la convivialité, témoigner la reconnaissance, voilà, et donc du coup de la mobilisation des élus, parce que ça reste symbolique pour les personnes de pouvoir les rencontrer, etc. Ça, pour moi, c'est des indispensables. Après, on arrive en général aussi à bricoler sur la question des transports, en mobilisant via Bordeaux Métropole, via la région, des titres de transport. Et après, il y a d'autres choses aussi qui s'aménagent, qui sont de l'ordre de l'immatériel. Moi, je voudrais citer un exemple. On a travaillé sur la refonte du site Internet. Donc, le labo a accompagné le schéma de gouvernance participative de la politique d'insertion. Donc, tout le dispositif du RSA, que ce soit en termes d'accompagnement individuel ou collectif, quels étaient les espaces où il y avait un potentiel
participatif pour permettre l'accès aux droits, l'évolution de la politique publique, etc. On a refait le site internet du département avec un groupe usagé pour savoir c'était quoi le contenu dont ils souhaitaient disposer, c'était quoi l'ergonomie, voilà. Du coup, la réciprocité immatérielle, c'est qu'on a aussi consacré des séances avec nos collègues des métiers du web à travailler sur les usages, travailler sur les modalités de recherche. Voilà, enfin, c'était pas que venez dessiner et tester. On a vraiment mis en place un espace pour qui ressortent aussi avec un don, une amélioration d'une compétence. Je crois qu'on a perdu Audrey. Je suis revenue. Petit problème de connexion. Mais voilà, donc du coup, je disais qu'il y a aussi des choses qui sont de l'ordre immatériel à échanger en termes de capacité autour des projets. Il y a un deuxième volet, c'est que ça crée des rencontres. Le labo, par exemple, moi j'ai témoigné sur des projets de transformation publique sur l'accès aux droits, centrés politique publique ou projet territorial à fort impact. Mais il y a aussi un volet du labo qui est d'accueillir les projets citoyens, de leur mettre des compétences autour. Et du coup, le fait de participer à un espace participatif, c'est découvrir le lieu, découvrir toute la ressource humaine, le lien qu'il y a autour. Et c'est régulier qu'il y ait des citoyens qui participent à une démarche qui ensuite deviennent membres du labo, viennent déposer des projets, etc. Rémi, tu veux dire quelque chose pour terminer sur cette question de l'indemnisation? Non, c'est un peu. Enfin, je pense pas que ce soit moi qui ai le plus d'éléments à apporter. C'est un peu différent dans les tiers-lieux, je pense. Ça dépend ce qu'on appelle participation après. Bon, bref, non, je pense que ça a été très bien raconté par Stéphanie et Julie. Ok, bon, on se dit qu'on se prend une dernière question et après on laissera tout le monde vaquer à ses occupations de la journée. Alors, on a une question de Fanny qui est: ne peut-on pas prévoir que les entreprises acceptent de contribuer, mettre à disposition leurs salariés agents lorsqu'ils s'impliquent dans la vie locale plutôt que de prévoir une indemnisation? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Oui, effectivement. Est-ce que si une entreprise est très impliquée dans la vie locale, elle se dit qu'une fois par an, elle laisse une journée à ses agents pour s'impliquer dans de tels dispositifs? Et est-ce qu'il y a des exemples de ce genre de choses à l'étranger? Je sais pas. Tiffany, Julie, Rémi, qui veut prendre la parole? Alors, du coup, nous, on a toujours proposé dans chaque appel à idées le temps d'activité sociétale. Voilà, pour notre organisation. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a des signaux qui indiquent que les tendances, elles évoluent. Déjà, l'entrepreneuriat s'est beaucoup développé grâce au lab dans les organisations publiques. Pendant le confinement, on a vu la possibilité de se mettre à disposition les uns les autres, la micromobilité qui apparaît aussi dans les organisations, le fait de pouvoir se mettre à disposition d'un projet. Donc, il me semble que dans les temps à venir, on devrait peut-être arriver à créer les conditions d'un temps d'activité sociétale. Voilà. Après, moi, ça fait écho aussi au débat public sur le revenu universel, qui permettrait aussi d'avoir un équilibre différent entre les activités salariées et les activités sociales, territoriales, associatives, etc. Je crois qu'on a perdu Audrey. Alors, juste peut-être pour compléter un peu cette question-là, après, donc, il peut y avoir un appel aux entreprises pour effectivement accorder du temps, mais c'est vrai que bon, pour l'instant, ça faisait partie aussi du papier qui avait été publié l'année dernière sur ce droit de congé citoyen.
Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que il y a un courrier qui est adressé par l'organisateur de la démarche, adressé à l'entreprise pour que la hiérarchie accepte que l'employé prenne un congé. Mais ça ne change pas la question que ça va être un jour qu'il va prendre sur ses congés ou ses RTT, et ça ne répond pas non plus à la problématique des commerçants, des auto-entrepreneurs, des artistes, des artisans, etc. Donc voilà, c'était aussi dans les éléments de plaidoyer, voilà, sur cette tribune qui était parue l'année dernière, mais à ce stade-là, pas d'initiative, en tout cas au niveau national, pour engager ça. Rémi, est-ce que tu veux ajouter un dernier truc? Ouais, en une minute, c'est cool. J'ajoute juste un élément, c'est un peu à côté, mais pas tout à fait. En fait, la question aussi, c'est les ressources, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec cette participation citoyenne. Enfin, moi, j'en profite pour parler du budget contributif, pour en redire un mot, parce que je pense que c'est très lié en fait aux deux éléments d'ailleurs qu'on vient de dire. Enfin, il y a des tiers-lieux, notamment dans les Hauts-de-France, qui réfléchissent davantage en termes de ressources qu'en termes de structure. C'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, quelles sont les ressources dont on a besoin, pensons-les comme des communs. C'est souvent sur des ressources numériques, mais pas que. Et voyons comment on peut mettre en place des dynamiques de contribution pour entretenir ces communs. Et donc là, ils sont en train de se dire, définissons une gouvernance et des moyens et des budgets pour rémunérer les contributeurs à l'entretien de ces communs. Et aujourd'hui, on a souvent tendance à se référer à l'acteur public comme référent, en fait, on sait bien, parce qu'il est là en dernier recours et heureusement, mais on pourrait s'imaginer en fait que l'acteur public n'est pas toujours, en tout cas, à minima, le seul référent de l'entretien des communs et de nos biens publics, enfin biens publics ou biens communs, en tout cas, à minima. Et donc, que tous ceux qui consomment ces ressources pourraient contribuer à leur entretien. Et in fine, ça mériterait de réenvisager la manière dont on rétribue. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui entretiennent des ressources, que moi j'appelle, ou certains appellent des mainteneurs. C'est particulièrement le cas pour les logiciels libres open source, mais pas que. En fait, ces gens sont un peu invisibilisés. Donc, je pense, oui, effectivement, pour revenir sur la question précédente sur la rétribution, si on arrivait à identifier davantage ceux qui entretiennent les ressources et à les rétribuer, ce serait une bonne chose. Alors, ça dépasse peut-être un peu la question de la participation citoyenne, mais à mon avis, c'est fortement lié. Top. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas, parce que ma connexion est toute pourrie, si j'ose parler de la sorte. Vous m'entendez, Rémi, si tu peux me confirmer que… Oui, ok, parfait. Du coup, je vois pas Julie et Tiffany, donc je sais pas si c'est mon Internet qui est vraiment terrible, ou si c'est leur Internet, ou si c'est les deux. En tout cas, on arrive à la fin du webinaire. Je voulais remercier tous les intervenants pour leur intervention et puis surtout leur expérience, et nous faire part de vos parcours à vous, et aussi de vos avis, des enjeux qui tournent autour de cette question de la participation citoyenne et de la relation au territoire. Je pense qu'on a tous mieux compris déjà ce qu'était un lab et un tiers-lieu, comment ça pouvait effectivement s'imbriquer dans cette question de la participation citoyenne. Et ça, c'est super chouette. Alors, je l'ai mis sur le chat. Pour tous ceux qui veulent plus d'infos sur les différents événements Futur Public, etc., n'hésitez pas à nous envoyer un mail à Futur Public pour nous dire que vous voulez être ajouté à la liste de diffusion. Le replay sera mis en ligne avec toutes les infos concernant ce webinaire. Il y a aussi plein de démarches à la DITP super chouettes autour de ces questions de la participation citoyenne. Je vous invite à vous intéresser au Centre de la participation citoyenne qui va sortir un guide bientôt. Je vous invite à aller voir les sites des labs et des tiers-lieux. Et je vous invite aussi à regarder le site de l'OGP, qui est un travail sur le gouvernement ouvert qui permet en fait de créer, co-construire des actions de politique publique entre la société civile et les administrations. Bon, on rentre pas dans la question de société civile, participation citoyenne, c'est pas tout à fait la même chose, mais disons qu'on est dans une même aura. Donc voilà, si ça vous intéresse tout ça, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour
vous envoie les liens, les ressources. Et de toute façon, le webinaire sera en ligne la semaine prochaine en replay avec toutes les infos et les sources qu'on a évoquées pendant notre discussion. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec nous. Et puis, je pense qu'on peut tous se dire au revoir et à bientôt. Et puis surtout, bon été, puisqu'on ne se reverra pas avant le mois de septembre. Voilà. Merci à tous. Et à bientôt, du coup. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.